Bon, on en est à notre dernier cours de la session dans le cours de neurodiagnostic avancé. Aujourd'hui, on va voir l'électrophysiologie de la sclérose latérale amyotrophique. Autrement, c'est appelé aussi la maladie de Lou Gehrig parce que, bon, en honneur à un joueur de baseball populaire qui avait souffert de ça. Vous allez voir l'acronyme de cette maladie-là. Vous allez la voir en français, ils vont l'appeler la SLA. Okay. SLA. Puis en anglais, vous allez la voir souvent ALS. Okay. Amyotrophic lateral sclerosis. On va voir comme ça. Bon, les références, on en a pris dans Shapiro, on en a pris aussi dans le livre de Emmanuel Fournier. Ok, l'électromyographie, ici. Les références sont ici, Shapiro, électromyographie et neuromuscular disorder. Ensuite dans Fournier et puis sur Wikipédia. Bon, qu'est-ce que la sclérose latérale amyotrophique? C'est une maladie de cause inconnue qui entraîne une destruction progressive des neurones moteurs entre le cerveau et la moelle, et puis entre la moelle et les muscles. Alors, en anglais, vous allez voir, ça va être souvent écrit, je vais l'écrire comme ça, là, motor neuron disease. Voilà, ça va être écrit comme ça. Okay. Bon, les tests à l'EMG, pour tout ce qui a rapport à la maladie, là, vous pouvez aller voir dans vos notes de cours de neuropathie avec Samuel, il va regarder ça. Donc, nous, on va se concentrer plus un peu sur les tests qu'on fait, les conductions nerveuses, les protocoles. Hein. Toujours, nous autres, notre cours, c'est les protocoles. Puis, je vais vous parler aussi un petit peu de l'aspect clinique. On va voir ça un petit peu vers la fin, là, je vais vous en parler un peu. Donc, il y a deux tests qui sont indispensables pour le diagnostic. On fait les études de conduction nerveuse. Ça va orienter le diagnostic, puis ça va permettre d'éliminer d'autres pathologies comme, tu sais, il faut éliminer les polyneuropathies, parce que le patient va avoir des faiblesses un peu partout. Hein. Les polyneuropathies motrices multifocales, comme la multiplex, là, dans le cas du diabétique, les plexopathies, on se souvient les plexopathies au niveau du plexus, puis les radiculopathies au niveau de la racine. Ça, c'est dans le cours, je pense, de l'unité 2 qu'on avait vu ça. Ensuite, vous avez donc les protocoles d'études de conduction de base, des études motrices, des nerfs médians, ulnaires, péroné et tibial. On va l'écrire en français ici, le nerf péronéier et tibial. Okay. Ensuite, les études sensitives des nerfs médians, ulnaires, radial et sural. Ça, c'est ce qui est suggéré de base. Et puis, on va faire les ondes F et les réflexes H. Les réflexes H, ça va être sur le muscle gastroc, là, ou bien gastroc ou le solaire. Hein. Solaire. Voilà. Puis, on commence par le côté atteint. On compare avec le côté opposé. Le côté opposé. Ça fait drôle de dire le côté contrôle latéral. On dirait on compare contrôle latéralement le côté opposé. Hein? Voilà. Puis on fait au moins 3 membres. On étudie au moins 3 membres. D'accord? Donc 2 bras, une jambe, 2 jambes, un bras. 3 membres. Les résultats escomptés. Dans l'étude de conduction nerveuse distale, on va avoir les signes d'atteinte neuroaxonale, les signes d'une atteinte neuroaxonale motrice,
si on a une baisse d'amplitude des réponses des muscles atrophiés, surtout dans les stades avancés de la maladie, les vitesses de conduction motrice et les latences distales restent normales ou légèrement modifiées. Okay? Parfois, là, les deux, là, c'est complètement normal. Si l'atteinte axonale affecte là, les fibres les plus rapides et de plus gros calibre, on va avoir une baisse importante des vitesses de conduction et puis un allongement des latences. D'accord? Il n'y a pas de bloc, pas de bloc de conduction et puis non plus de ralentissement localisé. Puis, dans les potentiels sensitifs, il n'y a pas d'anomalie. Alors, les potentiels sensitifs sont normaux. C'est une atteinte motrice. Hein? Dans l'exemple ici de conduction motrice, là, c'est plus l'APB qui est atteint. Alors, on voit le nerf médian en A, l'amplitude 0.3 mV. C'est vraiment, c'est trop bas. Et puis, la vitesse de conduction, 34 mètres par seconde. Donc, les grosses fibres sont atteintes. C'est trop lent. Et puis, le nerf cubital, on a ici une amplitude de 6.6 mV. Donc, ils ont pris, on a 500 microvolts par division. 5 millivolts par division. 5 millivolts. OK? Pour celui-là, l'échelle est 5 millivolts. Donc, on a une 6.6, c'est pas élevé, là. C'est pas élevé. Ensuite, on a une baisse d'amplitude en région proximale de 8%. Donc, ça, c'est quand même normal. Un petit peu de dispersion temporelle. Mais l'amplitude est basse. Et puis, les vitesses de conduction 48 et 58. On a quand même une différence de 10 mètres par seconde. Là, ça, c'est anormal. Mais comparativement au médian, c'est ensuite, ici, les potentiels sensitifs sont normaux. Ils ont fait le médian, droit et gauche. Et puis ici, le musculo-cutané, droit et gauche. Et puis le sural. Hein? Et puis, pourquoi faire une étude de conduction nerveuse proximale? L'étude de conduction nerveuse proximale, ça va permettre d'éliminer la radiculopathie ou la sténose spinale. Parce que en proximal, ça va être normal. Et puis, une onde F anormale est plus en faveur d'une radiculopathie. Et puis, un réflexe H anormal est en faveur d'une atteinte de la racine ASA. Ici, bon, l'EMG. Ça, c'est le test à l'aiguille. Ça, c'est avec le médecin. Celui-là, il est assez révélateur. Quand on a une sclérose amyotrophique latérale, l'EMG à l'aiguille, c'est révélateur. OK, on va commencer par notre étude de conduction. Et puis, après ça, le médecin va préparer le patient, puis il va faire son étude en EMG dans au moins 3 membres. 2 bras, une jambe, 2 jambes, un bras. Souvent, c'est 2 membres supérieurs et un membre inférieur. OK? Il va faire les muscles paraspinaux pour éliminer la radiculopathie. Ensuite, il va faire les muscles innervés par les nerfs crâniens. Puis pour confirmer là, un diagnostic ou retenir le diagnostic de sclérose amyotrophique latérale, là, je vais l'écrire ici en français. Donc, on doit trouver des signes de dénervation dans les muscles testés. Fibrillation, onde positive. Des signes de réinnervation des unités polyphasiques. Les grandes unités là, polyphasiques.
Et puis, des activités spontanées anormales comme la fascination. On va trouver ça dans 3 des 4 territoires explorés à l'aiguille. Donc, si on fait, je sais pas moi, 4 muscles, on va trouver des signes ici de fibrillation polyphasique dans au moins 3 des muscles qui ont été testés. C'est ça. Donc, on va faire des segments crânio-bulbaires, des segments cervicales, thoraciques et lombosacrés. Il faut retenir que les anomalies ne sont pas expliquées par une radiculopathie ou une mononeuropathie multiple. Hein? Ce qu'on va trouver, là, on ne doit pas être en mesure de justifier ce qu'on dit les findings, là, de justifier ce qu'on a trouvé, les résultats, ça peut pas s'appliquer à une radiculopathie ou une mononeuropathie multiplexe. Okay? Donc, c'est important de bien suivre le protocole. Mais ça, c'est le médecin qui fait ça. C'est pas vous autres. Mais c'est quand même bon à savoir que à l'examen et à l'aiguille, il va avoir là nos signes fibrillation, unité polyphasique, fasciculation, hein, dans au moins 3 membres. C'est ça, 3 membres. Ah, on continue. La sclérose latérale amyotrophique. Alors, les MG de repos vont démontrer des signes de dénervation, des salves pseudo-myotoniques, des potentiels de fasciculation. Ça, c'est à cause de l'hyperexstabilité des neurones moteurs restants. Dans la SLA, dans la sclérose latérale amyotrophique, là, le patient, il va avoir des fasciculations là, au niveau du thorax aussi. Hein? Au niveau du thorax. Puis il va se dire, ben tu sais, c'est comme... Puis les fasciculations, là, ça l'arrête pas. C'est comme des muscles qui sautent, là. Ça l'arrête pas. Puis, les MG de contraction, là, ça, c'est ce qu'on appelle, il y a la contraction et recrutement. On va avoir des potentiels géants. Okay, des grandes ondes, là, sont énormes. Manque de fibres nerveuses, donc on va avoir un recrutement neurogène. On a vu ça aussi. On va avoir un recrutement neurogène. Et puis, les premiers muscles touchés, là, ça va être le first dorsal, donc entre l'espace entre le pouce et l'index, là, sur la face dorsale de la main, et le tibialis antérieur. Le tibialis antérieur. D'accord? Potentiel géant, manque, à cause du manque de fibres nerveuses, un recrutement neurogène. Voilà. Donc, on a ici en A de la fibrillation. Ça, vous pouvez toujours aller voir là, sur les vidéos de télé-EMG, le monsieur l'explique très bien. Donc, on a des fibrillations, il y en a beaucoup, hein, des pointes positives. Les potentiels de fasciculation sont ici, là. Alors, vous avez vos fibrillations, qui fait comme de la pluie sur un toit, les zones positives, hein, pointues, puis les fasciculations, c'est ça ici, là. Ça fait comme des pop, là, pop. Okay? Puis c'est involontaire. Ensuite, ça c'est sur le jambier antérieur, sur le tibialis antérieur. Vous avez sur le trapèze ici des salves pseudo-myotoniques. Ça a un bruit particulier. Hein? Et puis vous avez aussi des salves ici neuromyotoniques. Le premier interosseeux, le jambier antérieur, donc tracé de contraction. Donc, on voit ici là, un manque d'unité motrice, hein, parce que dans une contraction, ça devrait être plein, ça, ici. Puis on a un manque ici aussi. Donc, ils sont grands, il y a des espaces. Donc, c'est
un recrutement neurogène. Donc, les conductions recommandées. Le protocole pour une maladie du motoneurone. Routine. Médian. Ça, c'est selon Shapiro. Alors, on a l'étude du médian. On enregistre sur l'abducteur pollicis brevis. On stimule au poignet et au coude. Lunaire. On enregistre sur l'abducteur digiti minimis. On stimule au poignet, sous le coude et au-dessus du coude. Donc, le 3 sites. Ensuite, on a un autre lunaire, l'étude de lunaire moteur, avec l'enregistrement sur le premier interocellule, le FDI. On stimule au poignet, sous le coude et au-dessus du coude. Le péroné, l'étude du péroné. Donc, on fait un enregistrement à l'extenseur digitorum brevis. On stimule à la cheville, sous la tête du fibulaire, puis en arrière, le latéral dans le creux poplité, au-dessus de la tête du fibulaire. Le tibial, on fait l'enregistrement sur le muscle abducteur hallucis brevis. On stimule à la cheville et au creux poplité. Pour les sensitifs, donc ipsilatéral, là, sur le même côté que du côté qui est plus symptomatique, là. On commence avec ça. On fait un médian, donc stimulé au poignet, enregistré au doigt numéro 2 à l'index. Ulnaire, le sensory nerve action potential, là. On stimule au poignet, on enregistre au 5e doigt, le petit doigt. Un radial, on stimule à l'avant-bras, puis on enregistre sur le snuff box, là, qui est l'espace entre le pouce et l'index. OK, pour le radial, ça vous pouvez consulter vos notes de cours. Et puis le sural, donc on stimule au poignet. Ça, c'est latéral, là, au tendon d'Achille, oui, hein, au tendon d'Achille. Puis on enregistre sur la face latérale ici, là, de la cheville, hein, de la cheville et puis du bas de la jambe, du pied, là. Et puis on a aussi nos ondes F du médian ulnaire péroné tibial et le réflexe H du nerf tibial. Donc, on a un exemple ici, un cas clinique, une femme de 54 ans qui est référée pour une faiblesse progressive sur les derniers 8 mois. La faiblesse a commencé par un pied tombant, un foot drop, dans les membres inférieurs. Et puis, les mêmes symptômes se sont développés du côté gauche, contralatéral, 2 mois plus tard. Il n'y a pas de traumatisme, pas de douleur, pas d'engourdissement ou pas de perte de déficit sensitif. La patiente n'a pas de problème au niveau des membres supérieurs. Alors, l'examen neurologique. Mental status and cranial nerve function were normal. Dans les membres supérieurs, in the upper extremities, there was a slight atrophy of the intrinsic hand muscle bilaterally, noted in the tenor eminence. Donc, il y avait une petite atrophie au niveau du luminance ténor. Puis dans les muscles intrinsèques de la main. Mais la force était normale. Hein, la force de la main. Il n'y avait pas de faiblesse. Dans les membres inférieurs, il y avait de la spasticité avec une perte musculaire, hein, assez évidente, prominent wasting, et puis fasciculation de tous les muscles sous le genou, en bas du genou, là. La strain testing showed marked bilateral foot drop. Donc, elle avait perte de force, hein, faiblesse, bilatéralement, donc avec le pied tombant. En plus, elles avaient une faiblesse à la flexion plantaire, à l'inversion et l'éversion de la cheville. Donc, l'inversion et l'éversion de la cheville. En région proximale des membres inférieurs, il y avait un petit peu de faiblesse au niveau des flexeurs de la hanche, extension, abduction et adduction.
Les tendons, les réflexes des tendons étaient présents et normaux dans les membres supérieurs. Dans les membres inférieurs, les réflexes étaient pathologiquement brusques. Okay? Donc, le médecin vérifiait le réflexe qu'au lieu d'avoir une réponse normale, il avait une réponse brusque, avec des clonus, hein, des stranglements, aux chevilles. La réponse plantaire plantar responses were extensor bilaterally. Ok, ça c'est le réflexe de Babinski, là. Ok, plantar response were extensor bilaterally. Quand on vérifie le dessous du pied, ok, le réflexe de Babinski, les orteils, le patient, le médecin va passer son machin, là, son réflexe en main, là, sous le pied, hein, si vous pouvez aller voir là, le Babinski réflexe sur Internet. Puis les orteils, chez un adulte, doivent plier vers le bas. Dans le cas ici, les orteils, la réponse plantaire, au lieu que les orteils étaient en flexion, les orteils étaient en extension, ce qui est anormal chez l'adulte. Sensory examination show normal sensitivity to light touch, temperature and vibration. Okay. Donc, avec ici un light touch, là, avec un toucher, avec un coton, température, le patient pouvait sentir la température. Puis les vibrations, ben, c'est toujours avec le diapason, là, le tuning fork. On va regarder les résultats. Médian. Donc, on a les amplitudes ici. Moteur sensitif. Alors, médian APB. L'amplitude de 4.2 millivolts. Ça doit être au-dessus de 4. C'est normal. La latence, ça doit être en bas de 4.4. Du côté droit, on a 4.6. Alors, c'est anormal. Je vais le mettre en rouge ici. Donc, ça, c'est anormal. Et puis, mes vitesses de conduction, ça va. Mon onde F, ça va. Ensuite, lunaire, stimulation poignet, enregistrement sur l'ADN. Mon amplitude est au-dessus de 6, alors c'est normal. Et puis, la latence distale, elle est 3.9. C'est trop lent parce que le normal, ça doit être en bas de 3.8. Okay. Ma vitesse de conduction est de 59, ça va. Puis mon onde F en bas de 32, ça va. Lunaire, avec l'enregistrement sur le first dorsal, mon amplitude doit être plus grand que 6. Alors, on a ici une amplitude anormale. La latence, plus petit que 4.5, on a 4.2, ça c'est normal. Ici, vitesse de conduction de 57 mètres par seconde, c'est normal. L'onde F est normal. On a les sensitifs. Stimulation au poignet, enregistrement à l'index, donc c'est une étude antidromique avec une amplitude de 46 microvolts, ce qui est normal au-dessus de 20. J'ai une latence de 3.3, ce qui est normal, c'est plus petit que 3.5. Et ma vitesse de conduction, elle est de 55 mètres par seconde, ce qui est normal. Mon lunaire, stimulation au poignet, enregistrement au petit doigt. Vous voyez le F ici, hein? Donc, mon lunaire, 35 microvolts, c'est normal. 2.9, la latence qui est normale. La vitesse de conduction, 57, c'est tout. Le radial, on a ici stimulation à l'avant-bras. On enregistre sur la snuffbox, ce qu'on appelle la tabatière en français. 42 microvolts, c'est normal. 2.5 millisecondes, c'est normal. 62 mètres par seconde, c'est normal. Le tibial moteur. Stimulation à la cheville.
enregistrement à l'abducteur à l'U6. On a une amplitude de 11,8. Ça peut être plus grand que 4, c'est normal. Ici, on a une amplitude de 9 à peu près. Ça se peut, hein, la dispersion temporelle en arrière du genou, des fois, c'est difficile. On a vu ça l'année passée, la dispersion temporelle. Les latences, ça doit être en bas de 5,8. On a 6,4, ce qui est anormal. La vitesse de conduction, ça doit être plus grand que 41, j'ai 43, c'est normal. Mon nom de fait. Donc, on a des anomalies ici. Motrice, hein? Ils n'ont pas fait le pyramide, je pense. Oh, faut que j'enlève, excusez, faut que j'enlève mon crayon. Le péroné, donc, stimulation à la cheville, enregistrement sur les dB, où la réponse est pas grosse, hein, est vraiment dans les limites, là, à 2. Ma latence est bonne, est plus petite que 6,5. Ma vitesse de conduction 46-51, ça va, mon ODF est correct. Et puis mon sural, stimulation au mollet. Ensuite, on a un enregistrement ici là, en bas de la cheville. 9, c'est plus grand que 6, c'est normal. Ma latence est normale, ma vitesse de conduction est normale. Bon, on a ça. Là, c'est à l'EMG que ça va nous donner plus de détails. EMG. Voilà. Alors, le médecin a fait, c'est un peu long, là, mais on va regarder quand même pour le AIS. Donc, on va regarder les potentiels d'insertion. Quand il y a une flèche vers le haut, ça veut dire que c'est augmenté. Plus 2, ça veut dire que absolument, ça va jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Tout dépendant des médecins. Okay? Nous, on travaillait 1, 2, 3, 4. Fasciculation, l'activation, le recrutement, la durée des unités, okay? Les amplitudes, et puis si c'est polyphasique. Donc, on a ici les activités spontanées et les activités volontaires. Fait que si on regarde le portrait, là, tibialis antérieur, anormal. On a beaucoup de potentiel de fibrillation ici. Le recrutement est bas. C'est polyphasique. Les amplitudes sont hautes. On a un peu de fasciculation. Dans les gastroques, on a beaucoup de fasciculation, beaucoup de fibrillation. L'activité ici, d'insertion, il ne devrait pas en avoir. Okay? Donc, elle est augmentée. C'est des anomalies. On a le vastus lateralis. Okay? Celui-là, il est anormal aussi. On a l'iliaque, qui est anormal. Le gluteus medius, ça c'est sous le bord de la hanche, là. Okay. C'est anormal. Le gluteus maximus, côté droit, potentiel de fibrillation, il n'y a pas de fasciculation. Ensuite, vous avez le tibialis antérieur, beaucoup de fibrillation, recrutement très bas. Donc, on peut voir là, le portrait ici, là, tout est anormal. Ici, le côté gauche, hein, les jambes, ensuite les bras, le côté, le FDI à droite. Après ça, on a, regardez ici, c'est fibrillation, fasciculation. Là. Ici, là. Je vais le mettre sur l'autre page. C'est facile à voir. Je vais le mettre par-dessus ici, si ça fonctionne. Non, ça peut fonctionner. C'est plus facile à voir. Bon, on cite le pronator teres. Alors, on voit tout est anormal. Ici, vous avez le paraspinal, la T6 et la T8. On a des fibrillations ici aussi. Tout est anormal. Ah, il a fait la langue. Ouais, ça, il va aller chercher avec une aiguille là, sous les mâchoires. Là, ils peuvent aller vérifier. Parce que dans la
la sclérose, là, amyotrophique. Le patient va se présenter au début, il y a des problèmes avec, c'est ça aussi. Okay. Bon, c'est ça, il va avoir des difficultés à marcher. Okay. Après ça, des faiblesses, il peut tomber. Ensuite, des faiblesses des jambes. Puis la voix. Ensuite, la voix va changer, hein, à cause que il va avoir les nerfs périphériques, tu sais, les cordes vocales, puis ce qui contrôle la langue et tout, là, ça va être affecté. Elle va avoir de la difficulté à avaler. Il peut avoir des faiblesses des mains, des crampes. Puis éventuellement, le patient va être en chaise roulante. Et puis, il pourra pas subvenir à ses besoins tout seul. Il y a un bon film, là, sur Hawkins, ok? Je sais pas si c'est sur Netflix. Stephen Hawkins. Il a passé l'autre jour à la télé, là. Si vous pouvez regarder ça, ce monsieur, il est mort, ça fait quelques années, là, c'est un astrophysicien, c'est un génie. Puis il était, je pense, c'était à Oxford, quelque chose comme ça en Angleterre. Puis lui, là, c'est un cas très, très rare. Il a commencé jeune, et puis il a vécu, là, mon Dieu, il est mort, là, je pense, là, 1 an ou 2, là. Vous pouvez aller voir, je vais vous écrire son nom. Je vais l'écrire ici. Bon, je me suis trompée, j'avais dit Stephen Hawkins, c'est Stephen Hawking. J'ai trouvé de l'information sur Wikipédia, là, donc des photos de lui ici. Il est mort en 2018. Il y a un film, en tout cas, si vous pouvez trouver le film sur Netflix, je sais pas tout ce qui passe, c'est excellent. Et puis, il s'est marié, il a eu des enfants et tout. Sa première femme l'adorait. Et finalement, ben, il a demandé à sa première femme, de partir parce qu'il dit c'est pas une vie, ça, pour elle. Et puis, c'est quand même bien intéressant, donc ça vaut la peine d'être fait. Alors, ça va venir clore notre dernier cours de la session automne 2020. Et puis, on a fait déjà un beau 32 minutes de cours. Alors, ce qui est à retenir, hein, c'est le protocole d'étude, les résultats, ok? Puis, les résultats à l'IMG, ben, je veux dire, tout est anormal. En gros, c'est ça. Alors, ben, bonne étude.